Est-ce que le prochain halving day du Bitcoin signifie obligatoirement un prochain bull run et une hausse fulgurante du prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, les poussant à visiter un nouveau record en termes de valeur? C'est la question que tout le monde se pose, du particulier à la petite, moyenne et grande entreprise du secteur de la blockchain et des crypto-monnaies jusqu'à aujourd'hui certaines institutions financières. Le halving day, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est un événement qui fait que 2 fois moins de nouveaux bitcoins sont émis. Ça arrive approximativement tous les 4 ans, puisque ça arrive tous les 210 000 blocs de la blockchain Bitcoin, et qu'il y a environ un bloc toutes les 10 minutes. Cet événement est certain, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va y avoir un halving day, et à ce moment-là, il y aura 2 fois moins de nouveaux bitcoins émis sur le réseau. Ces bitcoins qui sont distribués aux mineurs qui sécurisent le réseau vont donc passer de 6,25 par bloc à approximativement 3,125. Le constat, c'est que normalement, dans le monde de la finance, un événement certain ne devrait pas systématiquement hausser le prix. En effet, si les gens étaient certains que le halving day ferait hausser le prix des crypto-monnaies, ce n'est pas au moment du halving day qu'ils achèteraient du bitcoin, c'est aujourd'hui. Et c'est donc maintenant que le prix du bitcoin se valoriserait, et non pas quelques mois après le halving day qui est attendu pour mars 2024. On dit que cet événement serait naturellement déjà pricé. Et ce serait tout à fait normal. Si on avait la certitude, par exemple, que les prix de la bourse allaient prendre de la valeur le vendredi avant de s'effondrer le dimanche, tout le monde achèterait le jeudi et revendrait juste avant, c'est-à-dire le samedi. Naturellement, cet événement viendrait bousculer l'ordre des choses, puisque c'est le jeudi que les prix monteraient, puisque c'est à ce moment-là que les gens achètent, et c'est le samedi que les prix baisseraient, puisque c'est à ce moment-là que les gens vendraient. Donc par définition, si on avait la certitude absolue que le halving allait faire monter le prix des crypto-monnaies, c'est aujourd'hui que les gens se positionneraient, achèteraient du bitcoin et feraient apprécier son prix. Mais alors pourquoi est-ce qu'en 2013, quelques mois après le halving de 2012, Bitcoin passe pour la première fois la barre des 1000 $? Pourquoi est-ce qu'en 2017, quelques mois après le halving de 2016, Bitcoin franchit la barre symbolique des 20 000 $? Et pourquoi c'est encore une fois quelques mois après le halving day de 2020, le record de presque 70 000 $ atteint par le Bitcoin en 2021? Cette question fait controverse et croyez-moi, pas tout le monde est d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a des différences. Ces règles qui régissent ce marché évoluent, les différentes parties prenantes elles aussi, et ça rend toujours l'analyse du potentiel prochain bull run toujours plus excitante. Les amis, attention, dans cette vidéo je vais parler de quelque chose qui me passionne terriblement. Entre la folie des grandeurs des bull runs que j'ai déjà connus et qui poussent les crypto-monnaies dans des limites qu'on n'oserait même pas imaginer, et la réalité mathématique et cartésienne d'un marché financier. Et même si ça fait plus de 8 ans que je suis dans cet écosystème, plus j'ai de recul, plus j'ai d'expérience, plus j'ai de conviction, moins j'ai de certitude. C'est pourquoi cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement financier. Je vais vous parler du domaine des crypto-monnaies, de la blockchain, d'un cycle bien connu et très attendu, mais je vous le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien qu'elles soient très attendues par une grande partie de la communauté. Soyez donc prudents, investir comporte des risques, et maintenant que tout ça est dit, on commence tout de suite. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on analyse les précédents bull runs, on se rend compte qu'il y a des éléments qui étaient présents et qui étaient peut-être facteurs de ce bull run à l'époque, mais qui ne le sont plus ou ne peuvent plus l'être de la même façon aujourd'hui. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que si on ne peut pas avoir la certitude qu'il va y avoir un bull run, si on ne peut pas avoir la certitude que les crypto-monnaies vont s'envoler et vont s'apprécier de nouveau, on peut malgré tout regarder et être attentif à certaines informations qui pourraient être des indices et qui pourraient intervenir entre aujourd'hui et surtout à partir du prochain halving pour potentiellement annoncer un nouveau bull run. L'un des points les plus importants est selon moi la médiatisation. Et pour être totalement franc, ce sont les capteurs les plus sensibles et que j'analyse le plus. Alors évidemment c'est facile, en étant très exposé sur YouTube, je vois quand il y a une émulsion, je vois quand il y a un intérêt soudain d'une masse de personnes, je regarde également les vidéos et les métriques de toutes les autres chaînes YouTube et les autres canaux de communication sur les différents réseaux sociaux, mais également les demandes croissantes de Monsieur Tout-le-Monde quand il s'agit d'acheter pour la première fois des crypto-monnaies. C'est cette médiatisation qui fait que les gens en parlent de plus en plus, naturellement les gens découvrent les crypto-monnaies, en achètent, valorisent le prix, ce qui fait que les gens en parlent encore plus, les médias couvrent encore plus l'actualité et ça va accélérer très très fortement et soutenir une hausse violente du prix des crypto-monnaies. En 2012-2013, très peu de gens connaissaient les crypto-monnaies et ça a déjà été fulgurant. D'ailleurs, l'amplitude du mouvement était folle puisque Bitcoin a quitté quelques dizaines d'euros pour aller toucher les 1200-1300 $. Et c'était en 2013 principalement des particuliers qui venaient s'intéresser et acheter de la crypto-monnaie en valorisant Bitcoin et les autres actifs. Les médias étaient encore frileux et c'était quand même beaucoup le bouche à oreille.
Le peu de médias qui parlaient de Bitcoin à ce moment-là en disaient principalement du mal par incompréhension. Même si je pense que cette médiatisation a dû piquer la curiosité de certains et a dû générer un intérêt suffisant pour accélérer l'effet de bouche à oreille, et donc naturellement les gens qui se jetaient sur Bitcoin et qui accéléraient encore plus la hausse de son prix. Au deuxième bullrun, c'était encore différent. Dans certains pays, il commençait à y avoir une base de loi, comme en France, avec la loi Pacte. C'était donc plus inexistant, c'était cadré, on avait le droit en respectant certaines obligations, mais ça a été un vrai bullrun médiatique. Ça a été extrêmement couvert et les médias de toutes parts dans le monde entier commençaient à réellement traiter le sujet parce qu'il y avait massivement de nouveaux entrants dans cette industrie. Encore beaucoup de regards pessimistes sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, mais quoi qu'il arrive, on ne pouvait plus ignorer le sujet, puisque ça y est, il commençait à atteindre un intérêt tel qu'on se devait de couvrir le sujet. À ce moment-là, il y a un début de régulation, il commence à y avoir un cadre, et même certaines entreprises et personnes morales, donc sociétés, commencent à pouvoir utiliser leur trésorerie pour acheter des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, ça revient toujours à la même fonction, il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup d'acheteurs, les prix montent, et quand il y a plus d'offres, donc plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baissent. Et donc, naturellement, en 2021, quand il y avait les particuliers, mais également les entreprises qui commençaient à s'intéresser aux crypto-monnaies, un cadre légal qui définissait clairement ce que l'on pouvait et ce que l'on ne pouvait pas faire, une médiatisation telle qu'il y avait du coup des médias particuliers et des médias d'influence sur les réseaux sociaux, mais également la plupart des chaînes de télévision et les médias du monde traditionnel qui couvraient et qui amplifiaient les hausses des crypto-monnaies, et même de grandes premières comme par exemple le Salvador qui fait de Bitcoin sa monnaie légale, ou encore Coinbase qui rentre en bourse et qui fait une entrée fracassante au Nasdaq. Tout cela vient toujours encourager et soutenir durablement, en tout cas pendant quelques mois, une hausse qui est fulgurante, toujours par cet effet de surenchérissement, de bouche à oreille et d'excitation qui vient animer et pousser les marchés. Jusqu'à présent, quel que soit le bullrun, la médiatisation a toujours été très importante. Et c'est peut-être ce capteur qui va un petit peu changer au prochain bullrun. En effet, dans certaines études et dans certains pays, il y a déjà 5 à 10 voire 15% des gens qui ont déjà détenu de la crypto-monnaie. Ce que je veux dire, c'est que cet effet de médiatisation s'accélère et a pour le coup un effet vertueux sur le prix à partir du moment où quantitativement il y a toujours de plus en plus de monde. En 2013, il n'y avait pas grand monde, mais il y a peut-être eu 100 ou 200 fois plus de monde qui s'y sont intéressés. En 2017, c'était peut-être 20 à 30 fois plus de personnes qui découvraient les crypto-monnaies. Et peut-être qu'en 2021, il y avait 10 ou 15 fois plus de monde qui le découvrait. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui qu'on est arrivé à une masse entre 5 à 15% des gens qui ont déjà détenu de la crypto-monnaie et peut-être 20 à 30% des gens qui en ont déjà entendu parler, on va avoir du mal à faire x10 ou x20. Parce qu'évidemment, ça y est, les crypto-monnaies sont déjà arrivées aux oreilles du plus grand nombre, et même si l'adoption de masse peut encore se faire, les gens qui viennent à utiliser les crypto-monnaies, cette médiatisation et cette couverture le fera découvrir à moins de monde qu'avant, en tout cas d'un point de vue de l'amplitude de cet effet. Et c'est pour ça que s'il y a un prochain bullrun, certes la médiatisation pourrait accélérer ce mouvement, mais ce ne sera peut-être pas l'élément le plus fou et le plus gros déclencheur d'un potentiel run. Mais alors, si ce n'est pas quantitativement beaucoup plus de monde, qu'est-ce qui va affecter cette offre et cette demande, ces acheteurs et ces vendeurs, afin de pousser à la hausse ou à la baisse le prix des crypto-monnaies? Et là, on en arrive au deuxième plus gros faisceau d'indices que je vais surveiller, l'entrée des institutionnels. Pas besoin de le préciser, les institutionnels arrivent. Que ce soit la Société Générale en France qui vient d'être agréée PSAN et qui a obtenu du coup son agrément de prestataire de services sur actifs numériques, que ce soit Visa ou Mastercard qui sont de plus en plus actifs dans cet écosystème, BlackRock, l'une des plus grosses sociétés d'investissement au monde qui demande un ETF, donc un produit qui va permettre à ses clients de s'exposer et d'investir directement sur le Bitcoin, un sujet que j'ai abordé, si ça vous intéresse je vous mets la vidéo juste ici, ou encore PayPal qui a annoncé le virement vers la monnaie numérique dans les années 2000 et qui aujourd'hui prend encore un tournant en annonçant des monnaies cryptographiques et qui vient de lancer très récemment son propre stablecoin, le PayPal USD. Le fait d'avoir eu un cadre légal plus ou moins précis en fonction des pays et qui, quoi qu'il arrive, est en train de se préciser à l'heure où je vous parle, a poussé les plus grandes entreprises à se positionner ou en tout cas leur a permis de le faire. Et ces indicateurs-là sont vraiment différents du marché de la masse. C'est vrai, monsieur tout le monde, on commence à s'inquiéter quand on entend parler du Bitcoin chez le coiffeur. C'est un signal très fort. Ça commence à réellement faire le tour. L'institutionnel, lui, va être beaucoup plus discret et va avoir par contre une force de frappe beaucoup plus forte. C'est-à-dire que quand il va acheter sur des volumes financiers beaucoup plus gros et va potentiellement avoir un plus gros impact sur le marché. En effet, on parle du même marché, on parle du même Bitcoin, on parle de la même circulating supply. Si un géant vient à en acheter, certes, il va acheter beaucoup plus intelligemment, parce que lui-même va essayer de maintenir le prix, puisqu'il veut voir le prix s'apprécier après avoir acheté, et pas avant. Mais pour le coup, s'il veut détenir une grosse quantité de Bitcoin, il va devoir aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur la blockchain, et les détenir
dans son propre wallet. Et donc l'impact sera in fine, sur du très long terme, lissé. Et si toutes les institutions se jettent au même moment sur les crypto-monnaies, l'impact sera naturellement visible sur son prix. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde attend de savoir si BlackRock se fait accepter l'ETF qu'il demande, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit une entrée de liquidité massive, étant donné en plus de ça que tout plein d'autres acteurs ont eux-mêmes demandé leurs ETF juste après avoir vu le big boss BlackRock le faire. Ce qui est particulier sur le jeu des institutionnels, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus long. Ce sont des cycles beaucoup plus longs, que ce soit la prise de décision en interne d'une entreprise pour se positionner sur ce marché et le respect du régulateur, si on le compare à un particulier qui peut simplement être convaincu, prendre sa carte bleue et aller acheter du Bitcoin tout de suite. Et c'est plutôt un sentiment et on s'en rend compte sur certaines discussions. En tout cas, j'arrive à le percevoir dans certains cycles et bien que les crypto-monnaies soient beaucoup plus passes, et beaucoup de particuliers qui ont découvert les crypto-monnaies en 2021 ne veulent plus en entendre parler parce que le prix s'est effondré, à leur échelle en tout cas, les institutions sont très actives en ce moment. Qu'il y ait selon eux un bull run dans quelques mois ou dans quelques années d'ailleurs, parce qu'elles savent qu'elles vont devoir structurer des produits, faire des demandes, qu'il y aura des délais incompressibles et que ça ne peut pas aller plus vite que la musique, qu'elles sont tenues et que leur marché est régi par des règles qui ne sont pas simplement les règles de l'offre et de la demande, des règles de conformité, des règles AML, etc., etc. Alors entre la médiatisation, entre l'arrivée des institutionnels et l'impact que ça peut avoir sur le marché, il reste un dernier élément qui est malgré tout l'élément central d'un halving, parce que ce sont les personnes les plus directement affectées par ce marché, et ce sont souvent eux qui font les bons rappels et qui, mine de rien, concentrent un petit peu l'intérêt que les gens peuvent avoir sur le prix du Bitcoin et condensent cette pression de par leurs conditions. Il s'agit ici des mineurs de crypto-monnaies. Mineurs de crypto-monnaies, son métier, c'est justement de dépenser de l'argent, puisqu'il doit acheter des machines et il doit payer de l'électricité, afin de sécuriser le réseau Bitcoin, dans l'espoir d'obtenir plus de Bitcoin, donc de gagner plus que ce qu'il dépense. Vous l'aurez compris, le gros de la rémunération d'un mineur de Bitcoin, ce sont les nouveaux Bitcoins émis sur le réseau. Aujourd'hui 6,25 par bloc, mais juste après le halving, juste après le bloc du halving day qui aura lieu en mars 2024, les mineurs vont passer à 3,125 nouveaux bitcoins par bloc, c'est-à-dire 2 fois moins de rémunération. Le mineur, lui, pense avec un coût de revient. Alors en effet, il a le prix de sa machine qui va amortir la plupart du temps sur 4 ans, parce que si les bitcoins qu'on gagne servent juste à payer l'électricité, ça ne suffit pas, il faut rembourser sa machine et si possible faire de la plus-value. Mais le nerf de la guerre reste le prix au kilowattheure, la consommation énergétique. Dans la plupart des pays du monde, depuis la guerre en Russie, les prix ont explosé. Évidemment, il y a quelques mineurs qui sont bien logés, qui vont avoir de l'électricité entre 1 à 3 centimes le kilowattheure, mais c'est une minorité. Le gros de la masse de mineurs, le gros de ce que l'on appelle la difficulté de minage, se source sur un kilowattheure entre 4 à 7 cents. Et c'est là que c'est intéressant. Avec un kilowattheure au prix de 4 à 7 cents, globalement, le prix de revient du Bitcoin va osciller entre 18 à 22 000 $ en coût énergétique. Donc avec un Bitcoin à 26 ou 27 000, en comptant une machine partiellement amortie, les gens s'y retrouvent aujourd'hui. C'est quand le prix du Bitcoin se rapproche des 20 000 $ que ça devient compliqué de ne serait-ce que couvrir ses frais électriques. Ce que l'on appelle la difficulté de minage, c'est l'addition de toute la puissance de calcul qu'il y a sur le réseau. Et c'est une des métriques, c'est l'un des éléments que je vous conseille de regarder parce qu'il en dit beaucoup sur l'écosystème complet. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit beaucoup de choses sur l'état des mineurs de Bitcoin et que Bitcoin lui-même est le métronome de tout ce marché. En effet, vous l'avez compris, si ce n'est pas rentable de miner, si la machine consomme plus en électricité que ce qu'elle nous rapporte en crypto-monnaie, autant la débrancher. Quand on la débranche, on fait baisser la difficulté de minage et les Bitcoins distribués sont distribués à moins de personnes, puisque les personnes qui ont débranché leur machine ne peuvent plus en recevoir. Ça va naturellement rééquilibrer le marché. Quand ce n'est plus rentable, il y a des gens qui débranchent, la difficulté baisse et donc pour ceux qui continuent à le faire, la rentabilité réaugmente. Mais c'est sans compter 2 autres éléments très intéressants. Premièrement, les plus grosses sociétés qui vendent du matériel de minage, très souvent un petit peu avant le halving, quelques mois avant, proposent souvent, en tout cas c'est un fait de marché, des machines 2 fois plus puissantes. En tout cas, c'est très souvent arrivé jusqu'à présent, un petit peu avant le halving, un petit peu avant que ce soit vraiment très compliqué pour les mineurs et qu'ils se demandent comment rentabiliser leur activité. La plupart du temps, Bitmain, le leader, et quelques grosses sociétés de cette industrie proposent une machine qui consomme 2 fois moins d'énergie pour la même puissance ou qui, pour la même énergie, propose 2 fois plus de puissance. Et c'est globalement ce qui est attendu là, maintenant, presque tout de suite. Quand ma vidéo sortira, l'annonce aura été faite depuis peut-être 24 heures ou elle sera demain, mais je vous parle littéralement de fin septembre. Cette machine est très attendue et dit beaucoup de choses aux mineurs de crypto-monnaies. Parce qu'elle va permettre à ceux qui connaissent ces cycles et qui ont prévu de réinvestir de savoir à quel point ils vont être affectés par ce prochain halving. Parce que ceux qui restent sur l'ancien matériel et qui n'ont pas un kilowattheure à moins de 4 cents, comme je vous l'ai dit, ce qui est quand même une minorité,
Ces gens-là vont du jour au lendemain, après le halving, avoir un coût de revient étant donné qu'ils vont gagner 2 fois moins de Bitcoin, qui ne sera plus d'approximativement 20 000 $ par Bitcoin, mais de 40 000 $ par Bitcoin. Et à ce moment-là, soit ils ont une nouvelle machine qui leur permet d'en extraire 2 fois plus, soit ça devient pas rentable du tout et ils vont débrancher leur machine. Et là, il risque d'y avoir un gros impact sur la difficulté. Certaines annonces ont déjà été faites et on attend presque un x2 au niveau de l'efficacité de ces machines dans les prochaines annonces qui vont être faites par Bitmain. Mais c'est aussi un bon indicateur parce que ce x2 sera peut-être un x1,6, x1,7. Et ça change tout dans la dynamique et dans le rapport de force qu'il y a sur ce marché. Je vous parle même pas du fait que Bitmain doit, à l'heure où je vous parle, déjà bien utiliser ces machines avant de les revendre. Mais ça, c'est un autre sujet. Le dernier point intéressant sur les mineurs, c'est que, en divisant par 2 la récompense tous les 4 ans approximativement, à un moment, selon la loi de Moore, on va arriver à une telle valeur, on ne saura pas descendre en dessous et il va y avoir un arrondi au niveau du protocole Bitcoin et il n'y aura plus de nouveaux Bitcoins distribués. À ce moment-là, les mineurs ne vont se rémunérer qu'avec un seul type de commission, les commissions de transaction. Et aujourd'hui, ils commencent déjà à avoir une part non négligeable de frais de transaction distribués aux mineurs. Ça vient principalement des BRC20. Je ne vais pas donner un avis là-dessus, ce ne serait pas le but, mais en attendant, ces pseudo-NFT et nouveaux tokens qui circulent sur le réseau Bitcoin font qu'il y a des gens qui viennent payer pour avoir de la place sur ces fameux blocs. En moyenne, là où, à l'heure où je vous parle, 6,25 nouveaux Bitcoins devraient être distribués aux mineurs, il y a actuellement en moyenne 6,4 Bitcoins distribués par bloc. 6,25 de nouveaux, mais également 0,15 Bitcoin de frais de transaction. Que ça vienne d'une bonne ou d'une mauvaise chose, de BRC20 ou de je ne sais quoi d'autre, un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait un usage suffisant et un intérêt pour les gens de venir payer de la place sur ces blocs. Ce qui change donc, c'est pas tant le nouveau matériel qui vient réorganiser la puissance de calcul du réseau, mais c'est plutôt le fait que ça y est, il commence à y avoir un soupçon, bien que probablement trop faible pour changer quoi que ce soit, mais un soupçon de rémunération qui vient des frais de transaction. Et si ce 0,15 paraît ridicule, quand on va passer de 6 à 3 nouveaux bitcoins par bloc, un 0,15... Et si ce 0,15 bitcoin paraît ridicule, et qu'il est peut-être aujourd'hui, qu'il le sera peut-être quand il y aura 3 bitcoins, il deviendra beaucoup moins ridicule quand 1,5 bitcoin seront distribués ou encore 0,75 par bloc. Et c'est déjà des indicateurs et des modifications sur l'impact que les prochains halvings auront sur le marché. Quoi qu'il en soit, et encore une fois, la difficulté de minage se réajuste. Ce qui va être intéressant, c'est de voir l'amplitude et de voir à quel point une grande quantité de mineurs peuvent déconnecter du réseau au moment du halving. Ça me fait d'autant plus rire qu'il y a seulement quelques jours, on a atteint un ATH, c'est-à-dire un point le plus haut de la difficulté de minage. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de puissance de calcul sur le réseau Bitcoin qu'en ce fameux 19 septembre 2023. Et évidemment, il y a de plus en plus de machines qui se branchent, et donc ce chiffre est très souvent amené à être visité. En attendant, je vous mets une courbe sous les yeux de cette fameuse difficulté, on est bel et bien au top, et vous remarquerez que la baisse arrive souvent pendant le bear market, quand le prix du Bitcoin chute violemment en baissant fortement la rentabilité des mineurs, qu'au moment du halving. Principalement justement parce que c'est comblé par de nouvelles machines performantes qui arrivent sur le marché à ce moment-là. Alors pour récapituler, la médiatisation va peut-être changer parce que ce sera beaucoup moins mainstream, ce sera beaucoup moins monsieur tout le monde. Malgré tout, on sait que ça aura une part très importante. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire x20 au niveau des personnes que l'on touche, puisqu'à un moment, c'est tout simplement, d'un point de vue démographique, pas possible. Et je pense pouvoir le dire aujourd'hui en 2023, les crypto-monnaies, ça devient relativement connu. Pas encore adopté, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, et l'usage va être très important, d'ailleurs on vient de le voir au niveau des transactions sur Bitcoin par exemple, mais au niveau de la découverte et de ceux qui pour la première fois en entendent parler, on ne peut pas avoir le même multiplicateur tous les 4 ans. Et donc c'est peut-être les institutions qui sont en train d'arriver qui vont émettre une plus grosse demande et qui cette fois-ci vont affecter le prix des crypto-monnaies. Encore une fois, les institutions, c'est un cycle plutôt long et c'est régi par beaucoup d'autres règles. On est par exemple actuellement dans une situation très particulière dans le monde financier. L'inflation est très forte et surtout, il y a dans les banques privées et pour les institutions financières des placements peu risqués puisque proposés par la banque centrale elle-même qui permettent d'obtenir 4 à 5% sur du dollar américain et même un petit peu plus sur des obligations d'État. Globalement, les institutions n'ont pas à aller sur des placements risqués comme les crypto-monnaies quand elles peuvent déjà avoir des bons rendements ailleurs. Même si ce rendement est peu satisfaisant si on le met en face de l'inflation, je vous l'accorde. Malgré tout, le contexte financier mondial est un peu particulier. Et pour finir, les mineurs, eux, sont dans l'attente de ce fameux changement d'échelle au niveau du matériel qu'ils utilisent, mais voient pour la toute première fois une récompense et des rémunérations qui viennent des frais de transaction et non pas seulement des nouveaux bitcoins émis.
Et ce sont justement ces inconnus qu'il faut suivre et qui vont petit à petit s'éclaircir. Sans vous parler évidemment des Black Swan, des mauvaises surprises, des hacks, des problèmes qui peuvent tomber sur le marché, ou au contraire des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Une régulation plus clémente que ce qui est attendu, même si je ne l'attends pas trop, ou encore des problèmes comme FTX, des problèmes d'ampleur qui ont inquiété tout le monde et qui pourraient se terminer et finir peut-être par un remboursement partiel venant adoucir les craintes de beaucoup de personnes qui ont déjà presque fait le deuil de leur solde perdu sur ces plateformes. Quoi qu'il en soit, au moment où cette vidéo sortira, le halving aura lieu dans 200 jours. Et de manière générale, d'une façon ou de l'autre, que ça touche les particuliers ou des grandes institutions, on sait que ça vient commencer à mettre une certaine pression, un certain rythme, un certain tempo sur ce marché des crypto-monnaies. Il est guetté, il est attendu par tout le monde, et rares sont les pitch decks de levée de fonds d'entreprises qui ne font pas l'éloge des beaux jours de leur structure en 2021 et qui ne parlent pas de leurs attentes en 2024-2025 en fonction de ce que le marché aura à offrir. Sur le sujet du minage, ça fait un petit moment que je suis plus dans cette industrie. Je remercie Semi de Start Mining qui m'a donné des informations précieuses et qui a pris le temps de me redonner le contexte de marché, les métriques les plus attendues de certains et les grandes dates notamment sur les annonces de Bitmain. Un petit lien dans la description vous emmènera vers son travail. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a rendu curieux. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui couvrent certains points que j'aborde, comme par exemple le halving en 2020, alors que je n'avais aucune certitude sur le fait que ça allait être un bull run, et le bull run que l'on a connu en 2021. La rentabilité du mining, à l'époque où notre société Meria s'appelait Just Mining et ne traitait que ce sujet. L'arrivée des institutions, de la régulation, l'ETF de BlackRock qui est réellement guetté par tout le marché aujourd'hui, mais également l'effondrement d'FTX et des gros impacts et des grosses actualités qui ont touché et impacté le cours des crypto-monnaies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, partagez votre point de vue. C'est très intéressant, je remonte toujours les commentaires les plus complets, qui viennent le plus compléter ma position ou au contraire la nuancer, afin que vous puissiez vous regarder les top commentaires et obtenir encore plus d'informations de ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est presque une personne sur deux qui consulte mes vidéos qui n'est pas abonnée. Ça m'aide pour le référencement. Et ça me donne envie de toujours faire plus de contenu. Je suis sur YouTube depuis 2016, sur cet océan fou et tumultueux des crypto-monnaies, et j'ai bien prévu de rester encore quelques années. Au revoir!